Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, l'émission de la Maison de l'Europe de Tours, qui est un centre d'information Europe Direct. Alors aujourd'hui, mon invité Bruno Loriot. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université François Rabelais, mais c'est surtout parce que vous êtes le président de l'IEHCA, vous êtes spécialiste d'histoire de l'alimentation. Donc l'IEHCA, je rappelle pour tout le monde, c'est l'Institut européen de l'histoire et des cultures de l'alimentation, que je vous ai demandé de venir pour faire avec moi une émission consacrée à l'alimentation européenne. Alors, vaste sujet, hein, bien sûr. On va faire un tour rapide. Alors, on va peut-être partir d'un texte qui n'est pas très connu, qui est une résolution du Parlement européen qui a été prise en 2014 et qui demande donc aux États, je crois, de prendre des mesures pour préserver notre patrimoine gastronomique. C'est un peu anti-américain, ça, non? Je ne sais pas si c'est anti-américain, mais en tout cas, c'est effectivement, comme vous le dites, un texte un peu méconnu, hein, donc très exactement 12 mars 2014, mais qui offre, à mon avis, des opportunités importantes. Il s'agit en effet de demander aux États de prendre toutes les mesures au niveau éducatif, notamment, afin de préserver et de transmettre le patrimoine, les patrimoines gastronomiques européens, dans toute leur diversité. Je crois que le mot diversité, c'est le mot un peu clé. C'est le mot clé, c'est important. Voilà. Oui. Et entre autres mesures, l'idée de créer un observatoire des gastronomies européennes qui dirait justement les actions éducatives, les actions de recherche et dont nous espérons beaucoup qui s'installera à Tours. Bien sûr. Donc, par exemple, c'est les cantines, je pense, les cantines scolaires qui doivent être dans le viseur. C'est un des éléments principaux parce qu'il ne faut pas oublier que la restauration collective, c'est un moment clé pour l'apprentissage, l'éducation alimentaire. Ouais. Voilà, et donc là, il y a une prise de conscience, d'ailleurs, qui n'est pas spécifique au Parlement européen, qui est assez générale, mais c'est le véritable enjeu pour la suite. Si on veut transmettre certains principes fondamentaux de notre patrimoine ou de nos patrimoines gastronomiques européens, c'est de s'appuyer sur effectivement les cantines. Voilà, il y a autre chose dans la vie que le hamburger frites. Voilà, exactement. Pour résumer ça. Donc, on va justement voir un peu ce patrimoine gastronomique européen, cette alimentation européenne. D'abord, est-ce qu'on peut le mettre au singulier? Est-ce qu'il y a une identité alimentaire en Europe? Alors, ça paraît difficile, hein. Ce qu'on pourrait dire, c'est que effectivement, si on regarde moins l'Europe occidentale, il y a eu une certaine influence d'une identité chrétienne, on va dire quand même, sur la nourriture. Sur la nourriture, oui. Si elle a été limitée, parce que l'Église chrétienne latine considère qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire véritablement au sens strict, donc ça a été une influence finalement assez restreinte et une certaine souplesse. L'Europe, c'est la diversité. Et c'est dans la devise européenne d'ailleurs. Unis dans la diversité, notre devise. Voilà, tout à fait. Et donc, ça se manifeste assez tôt. Si on prend les choses au fond, moi je suis médiéviste, donc j'ai tendance un peu à remonter toujours au Moyen-Âge. C'est une tendance que je partage. Et donc, si on prend le début du Moyen-Âge, au fond, on a deux traditions alimentaires qui se conjoignent. Une tradition, disons, méditerranéenne romaine, on va dire, et puis une tradition barbare. Oui. Donc une fondée sur le pain, le vin, l'huile, l'autre fondée sur l'élevage, des laitages, la viande. Alors, on force un peu le trait en disant ça, mais je crois que la synthèse des deux a constitué une sorte de socle pour une grande partie de l'Europe, après quoi une grande diversité s'est installée. Si on suit un peu les choses, on s'aperçoit que assez tôt, on parle de spécialité régionale ou au moins de particularité régionale. Oui. On a par exemple... alors les médiévistes sont des fanatiques de textes, donc on a un texte du Hérault-Berry qui était donc
un personnage qui était au service de Charles VII. Donc là, on reste en Touraine. On reste en Touraine, qui était le héros du roi. AUT, bien sûr, donc qui décrivait notamment les armoiries des armes lors des repas, notamment, et qui accompagnait le roi lors de ses expéditions militaires. Il a écrit un livre qui était un livre de la description des pays sur toute l'Europe et qui est truffé de notations alimentaires, où on voit certaines régions très amatrices de beurre, comme la Bretagne par exemple, où on voit toutes les régions où on boit de la bière à l'époque. Il y a eu un renouvellement de la consommation de bière à la fin du Moyen-Âge, les régions où on boit du vin, les régions où on utilise de l'huile. Sur quelque chose aussi simple que le pain, il met en valeur, par exemple, ce qui se passe en Saintonge, où on mange du pain salé. Ça veut dire que partout ailleurs, on mange du pain qui n'est pas salé. Qui n'est pas salé, oui. Voilà, etc. Le pain de millet dans le sud-ouest. Donc, il y a déjà cette prise de conscience de la diversité française et européenne. Oui. Et au même moment, juste quelques décennies plus tard, on a un médecin qui s'appelle Pantaleone de Confianza, qui est un médecin au service du duc de Savoie, et qui, lui, visite une grande partie de l'Europe à la recherche des meilleurs fromages. Et il va venir jusqu'en Touraine, jusqu'à Bréhémont, dont il goûte le fromage et qu'il trouve absolument excellent. Divin. Ouais. Donc voilà, il y a cette conscience, à côté du brie, à côté du chalamon, à côté des fromages stars de l'époque, le craponne, etc. Il y a le Bréhémont. Donc cette conscience quand même, vous voyez, de spécialité précise, de particularité, de goût, et en même temps de production locale, elle est déjà là, elle est déjà existante. On est tout de même au XVe siècle. Oui. Tout à fait. Alors, justement, ces différences, on sent bien qu'il y a quand même des endroits où on mange plus de beurre, d'autres où on consomme de l'huile, des endroits où on boit de la bière, d'autres plus du vin. Est-ce qu'aujourd'hui, la chronologie fait que, quand on regarde le longtemps, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore très dépendant de ça ou plus du tout? Ou est-ce que derrière les comportements habituels, finalement, on a encore ces traces-là? Moi, je crois que, évidemment, la réponse est complexe. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a des facteurs de standardisation, évidemment. Donc, certaines chaînes de restauration standard que nous ne nommerons pas parce que je suppose que nous n'avons pas le droit de nommer des marques. Tout le monde voit bien de quoi il s'agit. C'est important de rappeler qu'effectivement, il y a des chaînes alimentaires qui prétendent elles-mêmes s'adapter aux diversités. Aux marchés locaux, oui, tout à fait. Donc, assez subtilement, mais dont les bases, quand même, sont assez uniformes. Ça a été leur succès, d'ailleurs. Voilà, ça a été leur succès. Moi, il y a quelque chose qui me frappe... que je signale toujours, c'est qui montre la diversité. Il y a eu une série de photographies qui, il y a une dizaine d'années, ont été publiées dans la presse, notamment dans Le Monde, qui s'appelait Hungry Planet. Et dans Hungry Planet, on avait des photos de familles de différents pays du monde, avec tous les produits qu'ils achetaient pour leur consommation courante de la semaine, la consommation de la semaine, qu'ils achetaient ou qu'ils se procuraient, d'une manière ou d'une autre. Et c'est fascinant, parce que quand on regarde, par exemple, la famille anglaise, la famille italienne ou la famille française, donc là on est en Europe, je ne parle pas des pays non européens, donc on voit des choses complètement différentes. Mais complètement différentes. Donc on voit chez les Anglais 0 produit frais. Ça c'est frappant. Ça, c'est quand même... Aucun produit frais. Aucun produit frais. Tout est en conserve, tout est en lyophilisé, tout est en bouteille, tout est en... C'est quand même très fascinant. Oui, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Oui, c'est étonnant, ça. Et puis, du côté italien, beaucoup de produits frais. Du côté français, beaucoup de vin, beaucoup de choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a des profils. Donc, l'idée, par exemple, qu'il faut que tout le monde mange la même chose, parce qu'il y aurait une sorte de modèle alimentaire sain, par exemple, qui s'appliquerait à toutes les civilisations,
Et à toutes les cultures, c'est une ânerie, Oui. faut le dire. Le régime crétois en Europe du Nord, c'est... Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Et vouloir que les pays, alors là, des pays du Sud, en dehors de l'Europe, adoptent des modèles alimentaires uniformes, ça n'a pas de sens. Donc il faut, au contraire, le vrai enjeu dans l'alimentation de demain, ça va être de tenir compte des diversités. Oui, pas d'uniformisation. Ah non. Et l'Europe peut être une sorte de... L'Europe, dont on sait qu'elle est très diverse, quelquefois, ça pose des difficultés pour trouver une solution, prendre une décision, mais ça peut être un avantage de montrer que la diversité, c'est essentiel. C'est un atout, voilà. C'est notre avenir, sans doute. Ça. Et il n'y a pas d'homogénéité, heureusement. On est assez différents dans ce domaine-là. Alors, quand même, est-ce que malgré tout, il y a un aliment ou un élément qui paraît vraiment fondateur en Europe? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait valoriser partout? Le pain. Le pain, c'est ça. Paraît c'est le pain. Assez essentiel. Il y a une civilisation du pain qui est ancienne, qui n'est pas propre à l'Europe, bien entendu. Non, bien sûr. Mais la transformation des céréales, elle ne passe pas nécessairement par le pain. Elle n'aboutit pas nécessairement par le pain. Ça peut être de la bouillie, des crêpes, des pâtes. Des pâtes, ça peut être beaucoup de choses. Oui. Donc le pain, ça a été l'aliment roi pendant des siècles, des millénaires, en Europe. Et c'est quand même quelque chose que je crois qu'il faudrait mettre en valeur. Alors il se trouve qu'il y a un projet de classer... la tradition de la baguette française au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, mais d'autres pains sont déjà classés. Eh bien, écoutez, cette émission se termine, hélas. Je vous en remercie et je rappelle que donc, vous êtes Bruno Loriot, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Tours et président de l'Institut européen de l'histoire et des cultures de l'alimentation. Alors, nous allons suivre avec vous les aventures du patrimoine gastronomique et du classement éventuel. Merci beaucoup.